L'invité de notre journal est aujourd'hui un spécialiste de géohistoire, Christian Grattalou, professeur émérite à l'Université Paris Diderot Paris 7. Après l'Atlas historique mondial et l'Atlas historique de la France, il vient de publier avec une équipe d'éditeurs et de cartographes Atlas historique de la Terre aux éditions Les Arènes. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on retrouve 300 cartes et infographies dans ce livre. Vous dressez un portrait cartographie de la Terre. Est-ce que les cartes peuvent tout expliquer, où et quand? Tout dire. Expliquer, évidemment, ça nécessite peut-être des commentaires de cartes. Mais non, tout dire, oui. Tout, parce que parler de la Terre, c'est parler de la surface de la Terre qu'habitent ses habitants, c'est-à-dire particulièrement les humains, mais pas seuls. Donc c'est important de le placer dans une longue perspective historique, sachant que c'est un millefeuille. Il y a des temps stratifiés qui viennent de milliards d'années, d'autres de millions d'années, d'autres de dizaines de milliers d'années, et que tout cela fait la Terre que nous habitons aujourd'hui. La Terre est la nôtre, hein, comme les manifestants de Bruxelles le disaient, et ça, effectivement, il faut savoir l'aménager de la manière que vous voulez l'écrire. Alors, dans votre livre, vous parlez par exemple des différents séismes qui ont touché le bassin méditerranéen. Est-ce que vous pouvez par exemple nous commenter un petit peu cette image que l'on va voir ? Oui, ben c'est un travail à la fois, c'est typiquement là, une démarche de cet atlas, c'est-à-dire que c'est un travail à la fois d'historien, de géologue et de cartographe. Donc il a fallu recenser des tremblements de terre qui sont dans les archives, mais qui sont aussi dans des traces que les archéologues peuvent déceler, et les géologues qui travaillent avec eux. Et puis, tel qu'on peut concevoir, le mettre en scène aujourd'hui, voir qu'on est en fait à la confluence, à la confrontation de deux plaques, la plaque africaine et la plaque européenne, eurasiatique plus précisément, et donc que l'on a là, de manière récurrente, des séismes et des éruptions volcaniques, dont certaines sont évidemment très célèbres. Alors, on va voir une autre carte. Alors, c'est une vieille carte sur la théorie des climats, précédée par une carte sur les climats aujourd'hui. La cartographie est une science qui évolue en permanence. Oui, parce que ce qu'elle représente évolue en permanence, mais aussi la manière dont elle le pense. Alors, c'est vrai que là, on a une map-monde médiévale à zone, c'est-à-dire qui reprend la géographie grecque, qui, à partir des cercles polaires et des tropiques, alors ne cherchez pas le calcul, il n'est pas juste hein, sur cette représentation médiévale, mais vous avez là trois types de zones, trop chaudes, trop froides et tempérées, avec l'idée de la théorie des climats qui remonte au moins à Aristote, que seulement la zone tempérée est vraiment habitable, et que si on habite ailleurs, ça ne se passe pas bien. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'attention. Vous avez choisi 9 périodes, du Big Bang à la planète Terre, du noyau à la stratosphère, l'ère du Carnone fossile. Alors, comment doit-on lire votre livre? Est-ce qu'on le feuillette ou est-ce qu'on s'arrête sur une des cartes qui nous interroge? Toutes les manières sont bonnes de le lire. Vous pouvez le lire rétrospectivement en prenant le monde contemporain, ses difficultés, nourrir des milliards d'hommes, problème de l'eau, problème des migrations, et remonter pour voir dans quoi ça s'enracine, sur le plan à la fois de l'histoire humaine et de l'histoire terrestre, au sens de la planète. Mais vous pouvez le lire en picorant, beaucoup de gens le font, tout est conçu sur des doubles pages. Vous avez peut-être aperçu certaines doubles pages noires qui sont d'histoire des sciences, là, comme celle justement sur les zones climatiques. Mais vous avez aussi la possibilité de le lire en continu, car c'est un vrai livre. C'est un livre qui raconte une histoire, qui la raconte du début, la toute première image, c'est le Big Bang, jusqu'à la crise contemporaine, sachant que tous les découpages que l'on fait ne sont pas terminés. Il n'y en a qu'un dont on peut souhaiter qu'il se termine, c'est la 8e et avant-dernière partie, qui est l'ère du carbone fossile. Et donc là, espérons-le qu'un jour, on en verra la fin. Alors, on vous présente comme géohistorien. Est-ce qu'il est difficile de séparer finalement ces deux sciences? La géohistoire, c'est l'histoire du monde, une géographie historique. Expliquez-nous. Oui, disons qu'il faut lutter contre l'amnésie. Et c'est vraiment ce que cherche à faire tout atlas historique, sachant que notre planète, elle a des histoires de temporalité très diverses, que j'appelais feuilletées il y a l'instant, et que les cartes peuvent nous montrer non seulement des états, mais des dynamiques. Des choses qui changent. Et ça, effectivement, la cartographie qui donne simultanément des informations qui ne sont pas forcément en même temps, mais qui se passent dans des périodes différentes, ça, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui nous parler. Parce que nous vivons dans un monde beaucoup plus spatial qu'autrefois. Alors, c'est un vrai outil pédagogique. Alors, quel est le message adressé au lecteur? Est-ce une réflexion sur ce que la Terre devient au fil des cartes? Oui, mais ce n'est pas forcément un message pessimiste. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, je participe à tous ceux qui tirent la sonnette d'alarme, mais il ne s'agit pas non plus de penser que le désastre est pour ce soir, et non plus d'être totalement indifférent à tout ce qui se passe. C'est l'Atlas
met les dossiers sur la table. Après, on a les informations en main, on a les durées, les dynamiques en main, et elles ne sont pas les mêmes pour simplement un reboisement ou pour la fin d'une centrale nucléaire, ou bien pour un tremblement de terre potentiel lié à l'évolution de la tectonique des plaques. Alors votre ouvrage est une synthèse de l'histoire de la planète et de l'aventure humaine. Si l'on regarde ces cartes, c'est plutôt une aventure humaine avec ou contre la Terre ? Oh, globalement, pendant très longtemps avec. Oui. D'autant plus, c'est une pure question de démographie. Tant qu'il n'y a que quelques dizaines de millions d'humains sur Terre, la Terre est assez indifférente à ces animaux parmi d'autres qu'il y a sur Terre. Inversement, lorsque les humains deviennent plusieurs milliards, et donc bientôt 10 ou 9 au moins, aujourd'hui 8, là, ça pose un petit problème de surcharge. C'est le mot d'ailleurs qui est utilisé pour la dernière partie. Donc là, on a effectivement un problème d'excès et avec une certaine hubris, une certaine conviction que l'on va pouvoir la transformer et en faire l'usage le plus facile. Là, vous avez, à partir du XVIIIe siècle, c'est à partir de la 7e partie de l'Atlas, comment, en faisant la disjonction de nature et d'humain, nature et culture, on dit souvent dans notre vocabulaire habituel, eh bien là, on a commis une erreur. Alors c'est un outil pédagogique, je disais tout à l'heure, pour tous les âges, pour tout le monde. Il faut savoir lire. Oui, mais même ce sont des images qui sont déjà parlantes. Non, j'ai vu déjà les salons, ça fait 15 jours qu'il est sorti, mais dans les salons du livre, j'ai vu des enfants s'asseoir par terre et le regarder. Ça, c'est le plus bel hommage qu'on pouvait me faire. Donc non, à partir de 8-10 ans, il n'y a pas de problème. C'est pas compliqué. Alors, évidemment, il y a certaines doubles pages qui sont plus techniques que d'autres. Mais globalement, c'est simple. L'idée est toujours que l'image est privilégiée par rapport au texte. Il y a très très peu de texte, mais ça c'est le propre de toute cette collection d'Atlas. Merci beaucoup Christian Gratalou pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Atlas historique de la Terre.